À l'avoir pâturé dans les plaines ou dans les estives l'été, à occuper l'espace qui on dirait lui a été prédestiné, elle donne l'impression de faire partie intégrante du paysage. La blonde d'Aquitaine nourrit un lien fort avec son territoire. Mais son existence et son histoire tourmentée, qui datent maintenant de plus d'un demi-siècle, elle ne le doit pourtant pas au fruit du hasard. Convaincue par ses aptitudes générales, une poignée de passionnés a voué corps et âme pour la garder, la faire évoluer et la développer dans le département. C'est donc grâce à ce groupe de fervents défenseurs qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. À l'aube d'une nouvelle ère, rencontre avec ses acteurs qui évoquent cette race d'exception. La blonde d'Aquitaine telle qu'on la connaît aujourd'hui est le fruit d'un croisement de 3 rameaux différents. Originaire du département, la blonde des Pyrénées est à la source de ce croisement. Avant cela, Pampi Saldumbin s'est vu confier, en guise de premier emploi, une mission ambitieuse et pas des moindres, celle de sauver la blonde des Pyrénées dans le département. Les pouvoirs publics avaient décidé d'éliminer la blonde des Pyrénées au profit de la limousine et même d'éliminer tous les autres rameaux de la blonde au profit de la limousine, qu'on aurait appelé la blonde du sud-ouest. Autrefois, la blonde n'avait pas les mêmes qualités. Ces dernières ont bien évolué au fil du temps et des orientations qui lui ont été impulsées. Les qualités principales de départ de la blonde Pyrénées, c'était des qualités d'élevage. À partir du moment où l'élevage travaille, forcément, elle n'a pas de problème pour véler. Donc je me rappelle, bon, c'est anecdotique certainement que la vache travaillait jusqu'à midi, elle faisait son veau et à 2 heures elle repartait au travail. Les opportunités conjoncturelles ont aussi contribué à son maintien. Mais il y a des éléments importants qui sont venus après, parce que bon, on n'était que des hommes, mais après il y a des éléments économiques qui sont venus sauver la race. Je veux citer principalement le marché italien. Et là, il faut rendre hommage à un certain Cazenave, Georges Cazenave, qui était marchand de chevaux et qui a fait connaître la race à des éleveurs piémontais qui n'avaient que leur petite race et qui avaient besoin d'animaux pour engraisser. Et comme la piémontaise ressemble beaucoup à la blonde, la première fois ils sont venus au marché de Saint-Jean-Pied-de-Port et parmi les veaux de boucherie, ils ont choisi ce qui allait le mieux et le marché est parti comme ça parce que le veau de boucherie ne représentait pas une grande valeur ici. Donc, et après ce marché italien, on peut dire que c'est Midates qui a fait l'effort important. Ses moyens financiers le permettaient à l'époque de mettre un programme de sélection tout à fait adapté à l'évolution du marché. Au départ, c'est déjà en grande partie grâce à une poignée d'hommes que celle-ci a pu perdurer. J'ai eu la chance, à partir de ce noyau d'éleveurs où il y avait une confiance mutuelle, d'aller jusqu'à la commercialisation des animaux. Donc j'ai eu la chance de participer à la création d'un groupement producteur, c'est l'Oguerie, et ça aurait pu être la CELPA, qui a fait le même travail. Et je pense que c'est certainement une chose très importante parce que tout seul on va vite et ensemble on va loin. Les premières sélections adaptées sont donc entrées en jeu et ont contribué fortement à cette évolution. J'ai connu l'évolution de la sélection. D'abord c'était une sélection sur la généalogie, mais uniquement sur les animaux qui étaient inscrits au livre généalogique. Donc on a pu démarrer sur des souches qui étaient connues, mais surtout des éleveurs connus. Dans un deuxième temps, on a fait un choix sur le phénotype, donc on a choisi les meilleurs animaux pour mettre à la reproduction. Et après, comme Midates avait les moyens, on est allé faire le contrôle sur la descendance. Et c'est ce qui nous a apporté quand même, disons, une réelle avancée. Midates a mis en place un schéma de sélection pour la partie élevage à Castelljalou. On avait une orientation plutôt viande. Donc ça a été peut-être un excès parce que les besoins économiques faisaient qu'on voulait de la viande tout de suite, surtout la blonde des Pyrénées, passer d'un veau qui valait pas grand-chose pour la boucherie et vendre aux Italiens presque le double dans peu d'années. C'est sûr que ça nous obligeait à avoir une gamme de taureaux de type viande.
Assez rapidement, les prémices de la race et ses qualités prennent écho et font débat. À l'apogée des divergences de points de vue pour rassembler ou non les trois rameaux, Jean-Claude Chilindron lui a fait le choix de se spécialiser dans la blonde d'Aquitaine. Nous ici c'était une exploitation où il y avait un peu de tout, il y avait des moutons, il y avait des bovins, on faisait un peu de lait, on faisait du porc, voilà, c'était un peu... Et bon, je voulais me spécialiser un peu, quoi, et puis bon, voilà, il y avait la blonde, on parlait de la blonde d'Aquitaine, on est parti sur la transplantation embryonnaire, et disons qu'on a augmenté le troupeau de base, a évolué très vite, quoi, par ce biais-là. Alors, la blonde d'Aquitaine est issue de 3 rameaux, ce qui était en France, qui se ressemblaient. C'était, bon, il y avait la Garonnaise, la Quercy et la blonde des Pyrénées. Ici, c'était la blonde des Pyrénées. Une vache plutôt petite, très laitière, très fine. Après, la Garonnaise qui était beaucoup plus de gabarit, moins de finesse, très peu de lait. Et la Quercy qui était une bête de travail aussi, mais qui était plus quand même... qui avait un peu des deux, quoi, qui avait du volume et quand même des qualités aussi de finesse qui avait plus de gabarit que la blonde des Pyrénées. Et voilà, alors on a regroupé ça un jour, qu'il fallait en faire une seule, c'est la blonde d'Aquitaine. Si on s'en occupe bien, elle rend bien, pour moi. Voilà. Ici, dans le département, on n'était pas toujours d'accord avec les instances de l'UPRA national, quoi, parce que eux, c'était du gabarit surtout. Bon, le gabarit, on en voulait, mais bon, on cherchait aussi de faire suivre le lait, la finesse, les rendements en viande et tout ça. Et alors, il a fallu un jour il fallait taper sur la table et on s'était dissous de le rassembler, on s'était retiré pour en faire un syndicat. On avait créé un syndicat départemental où il y avait 80-90% des éleveurs du département qui avaient adhéré. Avec Bovin Croissance. Et après, bon, le problème a été que bon, on avait même fait suivre la généalogie des bêtes, on avait tout organisé, enfin bon, disons qu'on avait fait suivre les pédigrés, on avait fait suivre les pointages des animaux et tout ça. Alors mais par contre, on n'était pas reconnu au niveau national. Et bon, le fait est fait que les autres éleveurs, là, c'était surtout le Lot-et-Garonne, alors qui menait. Eux, ils se disaient être dans le berceau de la race. Bon, ça fait qu'ils étaient un peu contestés, un peu partout. Et alors après, ils nous ont réadoptés en acceptant un peu nos revendications et en réacceptant les animaux avec leur pédigré qui avait été conservé et évolué. Ils avaient accepté et bon, ça fait que on avait gagné, enfin, on avait réussi un peu à mettre quelques idées en place. On a créé Blonde Génétique. C'est un organisme de commercialisation et d'évolution de la race, je pense, qui a amené, pour moi, qui a fait du bon travail, bonne génétique. Il arpente alors les premiers concours de la race, ô combien important à l'époque et riche en histoire. Mais la Fédération des comices, bon, comme le nom le dit, hein, c'est pour s'occuper des comices et des concours départementaux. C'est voilà un peu le but de son rôle, plutôt. Et bon, au départ, la Fédération des comices, c'était une annexe du Conseil général abandonné, et il n'y a pas eu de remplaçant, et c'est venu aux mains des éleveurs. En 1964, Jean-Pierre Bordenave a été l'un des premiers marqueurs de la Fédération des syndicats d'élevage de la race bovine blonde Aquitaine, rameau des Pyrénées. Se faisait le jour des comices. Le jour des comices locaux. Et dans les comices locaux, ceux qui venaient
souvent c'était ce qui était bien avec le maire, ou avec certaines personnalités un peu influentes, un peu notables, surtout en Pays Basque, c'était ça. Ce n'était pourtant pas sans réticence que ces premiers croisements de 3 rameaux se sont faits. Moi non plus, au départ, j'étais pas un peu réticent, parce que c'était des grandes vaches par rapport à ici. Le gabarit était tout à fait... Déjà, il y avait une grosse différence de gabarit. En plus, ça, j'avais des cornes en bas, et ici, vous avez des cornes en haut. Le problème de ces cornes, ça a été une affaire d'État, presque. Forte de conséquences, cette fusion a changé le travail du pointeur. C'est à partir de là qu'il a fallu changer un peu son fusil d'épaule, quoi. D'abord, prendre des conférences, des gabarits, alors que nous étions dans un pays plutôt des vaches petites et trapues. Là-bas, c'est des vaches hautes sur pattes. Le marquage, notamment, se faisait au cours des comices. Assez folklorique, Jean-Pierre se rappelle assez bien de cette époque, pourtant essentielle au développement de la race. Il y avait un comice par canton. Alors, qu'est-ce qu'on marquait? Quelquefois, j'ai rigolé quelquefois le soir en rentrant, je me disais quand même, on a marqué des vaches ici, il y en aurait d'autres qui étaient cachés, qui n'auraient pas plus que ça. Peser un bovin n'est pas le même métier non plus, et les agriculteurs le portaient visiblement peu dans leur cœur. Alors il fallait aller, au bout de 9 mois, revenir, voir si la vache avait vélé, si elle avait vélé ou pas, et faire une déclaration de naissance. Mais après, il fallait la suivi du veau. Quelquefois, ils vous vendaient le veau, ils disaient, vous n'avez pas dit ni s'il était vendu ni pas vendu. Rentrer dans les exploitations, c'était pas facile, hein, parce que marquer les vaches, il faut les laisser marquer, vous vous débrouillez. Alors, leur pincer l'oreille, lui en placer 20 chiffres, là, 20 aiguilles dans l'oreille, et des deux côtés, il fallait faire les deux. Petit à petit, le contrôle des performances est alors mis en place. Après, je faisais un peu contrôle de performance sans être demandé. C'était un peu mon dada, puisqu'il fallait essayer de voir ce que donnait la blonde des Pyrénées. Alors quand j'avais je pesais avec une vieille romaine que j'ai là, je pesais les veaux-nez là, de quelques vaches. Là, à ce moment-là, il fallait faire du nombre. Le contrôle des performances a peut-être aidé à faire avancer le Herboc là. Parce que là, quand ils se sont aperçus quand même que avec la même vache, avec un taureau, elle donnait de mieux, ouais, ils ont fini par comprendre. Là où ils ont vu la différence, c'est au bout de 4 ou 5 ans. Là, quand ils ont vu qu'il y avait quand même ceux qui avaient des suivis, ils avaient des animaux qui se vendaient mieux, là que ça a commencé à évoluer. Le choix des reproducteurs a aussi posé des questions. Certains choix n'étaient pas totalement cohérents. À ce moment-là, il n'y avait pas de taureaux en rabiot, là. Ils ont voulu pour l'insémination, ils n'étaient pas, moi j'ai 3 ans, j'étais bien. Mais il avait 2 taches noires sur la langue. 2 taches noires comme ça, hein. Sur la muqueuse. Hein. Pardon, il n'était pas bon. Alors il y a un vieux qui a dit, mon homme là, sur ma j'ai dit, mais moi je sais comment on fait, mais il faut le faire. Hein. Il faut rougir une pointe d'une grosse pointe, et puis brûler la tache. Et puis elle a brûlé la tache de ce taureau, il est parti. D'autres hommes s'impliquent dans le développement de la race. Raymond Lapeyre est essentiel dans ce travail. Président de Bovin Croissance pendant 20 ans, de 77 à 97, l'évolution de la blonde d'Aquitaine sera marquée de sa patte. La blonde présente d'innombrables intérêts. Mais les avantages de la race blonde, ils apparaissent d'évidence, dans la mesure où c'est une race qui est partie à partir d'animaux de traction, qui avaient donc acquis dans la traction de certaines muscularités. On a voulu faire une race qui se démarque des autres races par sa taille et par sa muscularité, qui était quand même une aptitude bouchère intéressante, puisque la muscularité c'est un critère fonctionnel. D'autant plus que
Les 3 rameaux étaient dans des régions où les terres sont diverses. Parfois c'est chiante. Donc il faut qu'une race qui s'adapte à être nourrie autant avec de l'herbe qu'avec des céréales, qu'avec de la paille, qu'avec du foin partout. C'est une race plastique. C'est une race qui fait ouvrir les yeux et c'est une race qui a des grandes possibilités, qui est plastique et qui va s'adapter partout à condition qu'on l'élève correctement. Et pour l'élever correctement, il faut savoir à quoi on a affaire. Donc il faut contrôler ce qu'on fait, ou 20%. On va faire de la génomique, mais aussi il y a la fonctionnalité des gènes qu'il faudra contrôler. Ça fera l'objet de certaines choses qui appartiendront au 20%. C'est pas tout constater qu'il y a des gènes, mais la fonctionnalité. On peut avoir un animal qui a tous les gènes, mais ils ne sont pas opérationnels. Bon, qu'est-ce que je pense du lait? Pour moi, c'est simple. Le lait, c'est un caractère fonctionnel. Si vous avez un veau qui a de la vigueur, qui tète bien, peut-être pas au premier village, vous aurez de bonnes litières. Tout le long de sa carrière, la conduite du cheptel et le suivi des éleveurs restera le nerf de la guerre des administrateurs bovins-croissance. Pour Raymond Lapeyre, le vélage à 2 ans figurera comme la condition prioritaire pour pérenniser la rentabilité de son exploitation. Si on n'est pas curieux, on n'a rien à faire de bovins-croissance. Mais si on est curieux, on veut savoir pourquoi cet animal il se comporte comme ça dans son avenir. Est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est une question de gène? Est-ce que c'est une question d'alimentation? Est-ce que c'est une question de machin? Et pourquoi tel autre animal va exploser naturellement parce que c'est peut-être ses aptitudes qui sont plus fonctionnelles que les aptitudes. Alors qu'à l'analyse, on aura trouvé qu'ils sont pratiquement jumeaux des fois. Comme je disais, Sero une fois, le tout c'est pas d'élever bien les animaux, c'est d'en avoir. Il faut que la vache fasse un veau avant de bien l'élever. Raymond Lapeyre tirera aussi d'autres enseignements de son implication au niveau du réseau national France Bovin Croissance. On a fait des examens sur le caractère bouché de la blonde. Et on avait mis en main de bouchers qui savaient découper des blondes. Et on était arrivé à trouver que la viande de blonde avait été découpée à l'époque, pratiquement, sauf évidemment les os, les nerfs, pratiquement toute la viande avait été découpée en beefsteak, sauf 6 ou 7 kilos. Dans le cadre de Bovin Croissance, on a voulu étendre les contrôles de manière un peu plus scientifique, de façon à pouvoir cerner davantage le fonctionnement de l'animal dans ses rapports à l'homme, dans ses rapports à l'alimentation, dans ses rapports à la nature. Toujours dans l'optique de productivité, il instaurera avec sa direction les sabots d'or. Peser pour peser, des fois, c'est pas très motivant. Peser pour savoir ce qu'on trouve, c'est davantage motivant. Et faire reconnaître ce qu'on trouve, quels sont les critères que l'on a machin, on a imaginé de faire tout simplement de faire un challenge à l'échelon national. La subjectivité des caractères identifiés est également très importante dans l'évolution de la race. L'objectivité doit toujours être de rigueur. Quand vous regardez, tout le monde n'est pas en VA4, alors le VA4 est-il inadapté ou est-ce que ce sont les éleveurs qui n'y voient pas d'intérêt? Il y a une réflexion à mener, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. On a toujours intérêt, vous parliez de l'intérêt du contrôle performance, on a toujours intérêt à savoir de quoi on parle. Quand on parle d'une bête, c'est à la portée de tout le monde de regarder son poil, s'il est blond, s'il est brun, s'il est machin, de regarder s'il est grande, s'il est petite, s'il est longue, s'il est large, mais de savoir qu'est-ce qu'elle a. On voit comment elle est, mais on ne sait pas ce qu'elle porte. C'est important de savoir ce qu'elle porte comme critère pour les générations d'après. Présente aussi tout au long du processus le service Bovin Croissance alors qu'on est son apogée. Les services actifs sous la direction de Robert Serrotte. L'identification des animaux a été un gros progrès pour la race. Une importante simplification du travail a été engagée pour assurer un meilleur suivi. Pour cela, le matériel et la technicité ont aussi évolué par le biais de l'informatique. Dans cette dynamique, le premier programme de contrôle voit le jour. On a pu récupérer ça, d'une part,
rentrer les données avec l'état civil tout en même temps. Et puis comme on était concerné, donc on le faisait automatiquement le plus vite possible. Et on a développé aussi un système de contrôle qu'on appelait le VA0, c'est-à-dire que c'était un contrôle où on enregistrait les performances des animaux au point de vue reproduction. Pourquoi Bovin Croissance par rapport au syndicat de contrôle? C'est qu'on avait, au niveau national, on trouvait que les réflexions des adhérents, un syndicat, c'était bien un syndicat professionnel, mais de contrôle en plus, c'était pas un mot très positif pour le développement. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Bovin Croissance avec le chiffre du département. L'informatique révolutionne littéralement le travail. Au départ, quand on enregistrait les performances, on avait un crayon, un papier, une calculette. Et puis était tout avec la dextérité du technicien qui était là, quoi, et qui pouvait donner les premiers éléments du résultat après la pesée. Et lorsqu'on a pu, lorsque les premiers ordinateurs portables sont sortis, j'ai pensé que ça pouvait être une aubaine pour confier aux techniciens cet outil-là et avec un programme adapté. Donc il avait à la fois beaucoup plus de rapidité pour entrer les données et puis fournir des résultats à l'éleveur qui étaient bien plus élaborés. Le matériel de pesage s'est vu aussi transformé, malgré que des fois la sécurité vienne dans un second plan. On avait un camion, ça fera rire les gens, mais c'était ce qu'on appelait un tube, un fourgon Citroën de l'époque, où la bascule était en travers. Alors les animaux, lorsqu'ils montaient dans la bascule et qu'ils voyaient la lumière de l'autre côté, ils fonçaient dans la porte. Puis après, on a pu, grâce à un carrossier qui s'est spécialisé dans le Maine-et-Loire, qui nous a installé des bascules maréchales dans l'autre sens. Robert Serrotte a également participé à la conception d'un logiciel. On a fait l'étude de réflexion qui a été transformée après par l'arceau de soie en termes informatiques. Mais au départ, on a dû élaborer le cahier des charges où on a démontré ce que l'on souhaitait obtenir comme résultat. Démarche pour les éleveurs en fonction de ce qu'ils nous demandaient. Et après, ça a été le travail des informaticiens de faire le déroulement de la saisie et de tout le mécanisme pour arriver au résultat que l'on avait souhaité. Les premiers voyages d'études sont organisés. Ils inspirent certains éleveurs sur de nouvelles pistes de développement. On a fait un voyage à Vendée où on a pu montrer aux éleveurs que un troupeau de bovins, il fallait le conduire en fonction des catégories d'animaux. C'est-à-dire que surtout l'hiver, ils avaient des bâtiments là-bas qui étaient adaptés pour les mères avec les veaux. Pour les vaches qui n'avaient pas de veaux, par exemple, c'était un simple bâtiment où on donnait à manger. Et puis aussi d'avoir plusieurs bâtiments quand il y avait des problèmes de maladie. L'ensemble du troupeau n'était pas affecté. L'ensilage a également changé la conduite des troupeaux pour les éleveurs. Au début, l'alimentation, c'était souvent l'utilisation de pâturage, de pacage qui était plus ou moins cloisonné, parce que des fois on les envoyait dans le foin et il y avait beaucoup de gaspillage. Et ce qui a permis de récolter l'herbe au printemps qui était en trop, pouvoir faire le stock pour passer l'hiver, donc de faire une régularité de l'alimentation. Puis après on est passé en plus à l'ensilage de maïs qui aussi permettait pour les vaches qui avaient les veaux par exemple de les alimenter correctement, alors que l'ensilage d'herbe c'était limite pour des vaches qui avaient des veaux, donc il fallait donner de la farine pour complémenter, quoi. Voilà. On a accompagné les éleveurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours l'adhérent qui est le patron chez lui et qu'on est là pour l'aider, non pas pour le conseiller aussi, faire passer des choses qu'on a observées ailleurs et qui marchent bien, mais c'est toujours lui qui a le dernier mot et qui prend la décision. En parallèle, les groupements d'éleveurs voient le jour. La filière s'organise. Abel Lapérigne est éleveur de blonde aquitaine à Arthès de Béarn et fondera avec d'autres éleveurs la CELPA, aujourd'hui connue sous le nom d'Oralis Bovin.
En 1972, pour pallier à l'assaut des courtiers en bestiaux, Abel et plusieurs voisins ont réfléchi à une alternative. Notre réflexion en 1972 a été de dire on en a marre de subir les assauts des courtiers en bestiaux qui viennent nous faire des misères, faire des choix que nous devrions faire nous. Et à 19 éleveurs, on a démarré en disant on va monter une structure. On avait les poches plates, on n'avait que des idées. Mais ça a marché. Ça a démarré en 1973, on a été agréé par le ministère de l'Agriculture comme organisation de producteurs, comme groupement de producteurs. C'est le terme exact. Donc à partir de ce moment-là, on a fait des programmes qui intéressaient les éleveurs du coin. Il ne faut jamais oublier, quand on est responsable professionnel, qu'on est un groupe. Et que si on ne fait pas partager nos options à tout un groupe, on n'avance pas. L'objectif, se spécialiser en blonde aquitaine pour contrer l'expansion de la limousine dans le département. On nous disait, il n'y a que la limousine qui peut exister dans le coin. Bon. Et nous, on disait, non, il y a la blonde des Pyrénées à l'époque. Et nous, on voulait garder la blonde qui était devenue la blonde aquitaine en 1963. Donc ça, pour nous, c'était la race d'avenir pour notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore du territoire, mais là, c'était le territoire. Un défi assez difficile à relever, mais qui n'a en vain découragé personne. Un véritable engouement est déclenché chez les éleveurs, notamment autour de l'alimentation des bovins. Terminer la cueillette du maigre. Les producteurs, tous, pratiquement, sauf la montagne, avaient du maïs, de l'herbe, et il fallait avancer dans ce schéma et essayer de produire des animaux finis avec la production qu'on avait sur l'exploitation. Et à l'époque, on a réfléchi sur le tourteau de soja parce qu'on nous vendait du produit qui était le déchet. Et on disait, il y a quand même des choses qu'on pourrait faire mieux, c'est-à-dire produire de l'herbe, mais en produisant de la luzerne et du trèfle violet, de la protéine. Au moins dans les packages aussi, avoir du trèfle, etc. On a mis en place un certain nombre de choses et on a complété avec du lupin, des essais de lupin. Et petit à petit, les gens se sont lancés, mais le soja était tellement facile à employer, la farine de soja mélangée avec le maïs, c'était tellement facile qu'on est retombé un peu dans le travers et le développement des protéiques ne s'est pas fait comme il aurait dû se faire. Se fera aussi une prise de conscience autour du consommateur. Il faut le fidéliser. Déjà bien d'actualité à l'époque, un signe de reconnaissance, le label rouge blonde aquitaine, viendra alors valoriser leurs produits. Le consommateur, il veut une bonne viande. S'il n'est pas trop cher, ça va très bien, mais on ne peut pas produire de la qualité sans un certain prix, sans aller au-delà de ce qui est raisonnable. Donc on a mis en place, en 1987, on a profité de la journée nationale, les journées nationales de l'Upra blonde d'Aquitaine à Pau, pour lancer le label blonde d'Aquitaine. On a quand même mis 2-3 ans pour faire notre trou. Mais enfin, on a réussi à passer des contrats avec les bouchers, avec les grandes, mais y compris avec les grandes surfaces. C'est peut-être eux qui ont compris le plus vite que d'avoir un petit coin avec un boucher qui taille de la bonne viande, qui coupe de la bonne viande, qui répond aux consommateurs, c'était peut-être la chose à faire. L'OFIVAL sera déterminant pour la filière. Par ses financements, elle permettra ainsi de développer un consensus bénéfique à tous. On avait l'occasion de faire des programmes qui étaient financés par l'OFIVAL. Et à ce moment-là, on a lancé la reconversion des troupeaux vers du label du blanc pur. Sans être, on ne demandait pas à ce que ce soit des bêtes inscrites. Celui qui pouvait se payer des bêtes inscrites, il les achetait. Mais qu'on aille vers de la blonde aquitaine pure. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'éclosion dans le département a été assez rapide. Parce que tout le monde a compris l'intérêt d'arrêter la race carnaval et d'avoir une race blonde aquitaine sur laquelle nous pouvions nous démarquer ensuite sur la vente des produits. Bien qu'elle soit difficile à mettre en place, une filière locale jeune bovin permettra de valoriser la race. Le jeune bovin avait une image d'une viande qui n'était pas bonne, en définitive. Alors ça a vu le jour, nous on avait déjà des idées, on avait fait une expérimentation et on avait fait produire quelques jeunes bovins, mais il y avait des bouchers, sauf sur l'Italie où on avait un débouché. Mais ça ne nous convenait pas. Et pour l'octogénaire, une chose reste certaine. Faire de l'élevage avec un bouquin, c'est pas possible. S'il n'y a pas l'œil de l'éleveur, c'est impossible de produire des animaux.
Depuis toujours, la blonde des Pyrénées est présente en estive. Alain Cazot, éleveur transhumant, nous en parle. La blonde des Pyrénées, donc c'était un peu ce qu'on connaît encore, peut-être qui existe un peu dans le Salers aujourd'hui, mais c'était un veau à la vache qui allait en montagne, mais il y avait 3 tétines un peu pour faire du fromage et une tétine pour un veau. Et à l'époque, les veaux qui étaient par la qualité qu'on connaît aujourd'hui, c'était des veaux qui servaient à faire des bœufs de travail par la suite. Après la fusion, la blonde aquitaine n'a pas rencontré de difficultés d'acclimatation. Pour Alain Cazot, la blonde aquitaine a gardé toute sa rusticité. Bon, ensuite, ça a évolué, donc on a essayé de faire en sorte qu'avec la blonde d'Aquitaine, qu'elle s'implante dans les Pyrénées, et c'est très bien implanté, elle va très bien en montagne, elle s'adapte très très bien. Moi personnellement, ça fait 45 ans que je vais en montagne avec de la blonde et qui va très bien. Voilà, et qui s'habitue aux pentes. Et voilà. Et on voit qu'elle s'adapte même dans des pays chauds, elle s'adapte un peu partout. La blonde, par rapport à ceux qui veulent la dénigrer, la critiquer, ils disent que la blonde est fragile. La blonde n'est pas du tout fragile. Moi, je fais véler des blondes en montagne, elles vèlent toutes seules et ça se passe bien à 95%. Donc, c'est une bête bien adaptée pour la transhumance. Et dans ces paysages montagneux, elle joue un rôle essentiel. L'entretien des paysages, l'entretien de la montagne se fait de tous les anciens et les bergers diront, il faut les 3 dents, c'est-à-dire il faut la brebis, le cheval et la vache. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à entretenir les montagnes comme il faut. Les concours de la race s'ancrent dans l'agenda des éleveurs. La connaissance des aptitudes de la race et la comparaison des élevages passent par ces événements. Très vite, ces lieux d'évaluation gagnent en notoriété. Pierre Ticoulette l'aborde. On a fait évoluer quand même la race, on s'en est beaucoup occupé au niveau de vos représentants, pour les choix des taureaux, tout ça, des reproducteurs, tout ça. Là, par contre, j'étais plusieurs fois en Montauban, quand il y avait des choix à faire sur les animaux eux-mêmes, là, c'était moi qui avais échappé pour lui. Qualité de race, à mon Aquitaine, vous savez, parce que par rapport à la blonde d'Aquitaine, nous, au monde de Pyrénées, nous étions un peu. Je sais pas, c'était pas tout à fait ça quand même, parce que de très bonne mère, plus petite, de bonne mère, laitière, tout ça, mais qui ne correspondait pas exactement au standard de la race, vous savez, de la vraie blonde d'Aquitaine, quoi. Et alors, on a fait des tournées là-dessus quand même. Une fois, j'étais en tournée avec la coopérative Insinuation du Lot-et-Garonne. Parce que je faisais les taureaux. Il y avait 2 très bons taureaux issus d'un taureau de chez nous, de chez la Boulette sur la terre, 2 très bons veaux. Moi j'étais. Ils n'ont jamais voulu les prendre, Oh putain, une fois je m'étais fâché aussi pour un taureau. Pierre Ticoulet, lui, préférait les concours aux grands discours. Il appréciait particulièrement ces moments de compétition et de rencontre entre passionnés d'élevage. Et moi je m'étais orienté plutôt à la bonne d'Aquitaine, hein, comme jury, vous savez, dans les concours, tout ça. Alors j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, oui. Moi j'ai fait en 85, et après j'étais à Paris aussi comme juge, là, les années 91, j'ai fini, oui. 2011, oui. Ça me plaisait, quoi, également. Ça c'est comme ça, quoi. Et moi j'étais passionné plutôt, bon, la technique, d'accord, je la comprenais, je savais qu'il la fallait, mais j'étais plutôt concerné par le réel, on savait ce qui se faisait sur place, quoi. En 1987, l'équipe de Bovin Croissance a le privilège de conduire le premier national de la race dans son département. Ça avait été un point pour nous, on avait réussi quand même à convaincre les Garonnais, si on peut dire, parce qu'ils étaient tenaces, ils le sont toujours, je crois, ce que j'entends, mais en fait, ils ne pouvaient pas. Ils ne nous aimaient pas tellement parce que, je ne sais pas, en nombre aussi, on était plus nombreux qu'eux, en nombre de bêtes. C'est ça qui les mangeait aussi, ça comptait, ça quand même. Quelqu'un qui j'avais aidé, c'était le maire de Pau aussi, Laurent. Ah, oui, ça peut être dit, parce que pour ça, il était bon, mais pour faire ce qu'il fallait à Pau, et vous aurez tout ce que vous voulez. Il fallait demander, bon, pas n'importe quoi, mais enfin. Réunion technique, assemblée générale, les rencontres entre les éleveurs et les équipes du service ont souvent été le théâtre de vifs échanges. On a bataillé avec la coopérative Insinuation aussi. aussi. Et
pas toujours d'accord sur les choix à faire, tout ça. Un peu d'insémination aussi. On aurait pu le prendre dessus, c'est pour une connaissance, à l'époque. Il y avait un témoin d'Angleterre, ça avait juste là, qui. Ils étaient d'accord avec ces notes, mais en fait, ils étaient d'accord. L'un ou l'autre voulait commander, quoi. Et alors, on a eu quelques réunions comme ça s'était. Bon, après, finalement, ça s'était passé, oui. Pierre Ticoulet lancera l'Adelga, une association d'éleveurs, et dans la foulée, le collège acheteur. Bon, ça serait arrivé quand même, sans doute, mais enfin, il fallait le lancer quand même. Quelque temps après, cette entité permettra à la profession d'obtenir le label Veau sous la mer. Bon, c'était pas bien pris, mais heureusement que ça s'était fait quand même, parce que ça a été accepté et ça marche toujours. Mais il aurait fallu batailler là aussi. On a fait des réunions, des machines. Là, par contre, j'étais plus impliqué que, vous savez, parce que c'était vraiment la défense des éleveurs. Jean-Vincent Garat est à la tête d'un troupeau de 70 mères à la Bastide de Clérance. Passer de l'autre côté de la corde pour juger les bêtes l'a toujours animé. C'est devenu une passion. Et les résultats arrivant au fur et à mesure qu'on faisait concours, bien sûr, on s'améliore. C'est notre but aussi, se mesurer aux autres. C'est devenu un intérêt économique. Puisque là, on peut dire, maintenant, oui, 50% du revenu du troupeau, c'est grâce à la vente de reproducteurs. Moi aussi, si je choisis d'autres juges, c'est souvent c'est ciblé sur un éleveur, par exemple, qui a de bons résultats. On se dit, tiens, cet éleveur, s'il a de bons résultats, c'est qu'il doit faire un bon choix chez lui, il doit connaître le bétail, ça commence comme ça. L'objectivité est fondamentale pour être juge. Pour en faire preuve et être en conformité avec le comité de l'OS, des formations sont aujourd'hui dispensées au préalable. Là encore, cela a bien évolué. C'était par curiosité au départ. C'était pour voir ce que ça donnait, puisque moi j'ai toujours connu, comme on dit, du côté de la corde. J'ai toujours tenu mes bêtes. Je me disais, j'étais toujours pas d'accord avec les juges. Ben, c'est l'occasion aussi de voir. On se dit, tiens, voyons, lui il fait comme ça. Je suis pas d'accord avec lui. Est-ce qu'en étant de l'autre côté, je vais faire pareil? Donc on est parti comme ça. Après, je vais vous dire, tous les juges ne vont pas avoir exactement le même classement. Ce qu'on nous dit dans les formations aussi, c'est souvent dans les groupes de tête, il faut qu'on retrouve les mêmes animaux. Il ne faut pas d'aberrance. Il ne faut pas mettre une bête que vous trouvez première, que tout le monde va trouver 10e. C'est pas possible. Donc après qu'elle soit première, 2e, bon, ça dépend, hein, ou 3 ou 4e. Et au niveau des choix des bêtes, tout ça, il y a eu une évolution. Mais notamment là, en 99-2000, il y a eu un grand changement que... Avant, on voyait tous ces vieux éleveurs que nous, on appelait là, de la Garonnaise et du Quercy, là. Puisque nous, ici, la seule fierté qu'on avait d'avoir un juge, c'était M. Ticoulet, qu'on connaissait. Les autres, c'était toujours... Alors, ils mettaient toujours leurs grandes vaches blanches. Elles étaient vraiment grandes et plates, qu'on appelait ça, nous, des Holstein, presque. Ils n'aimaient pas nos petites vaches avec de la viande. Et là, je peux dire, dans les années 2000, il y a eu un grand virage qui a été pris. C'est qu'on a mis plutôt des vaches pommelées en couleur, plus tournées vers la viande. Et maintenant, ça, je peux dire, ma dernière formation que j'ai faite en 2017, ça a été encore accentué, puisqu'on nous fait juger encore plus vers la viande, parce qu'au niveau de l'OS, l'orientation que prend la race actuellement, c'est ça. On veut revenir à des vaches plus mixtes, pas ces grands gabarits, et qualité aussi, les facilités de vélage, revenir sur du bétail un peu plus petit, d'un format un peu plus petit. Donc voilà, les grands virages que j'ai connus, c'est ça. Mais en même temps, on ne peut pas renier tout le travail qui a été fait non plus, parce que la blonde avait besoin de ça. Elle avait besoin d'augmenter de gabarit, de travailler sur les rendements de viande. Et alors on se rend compte justement que maintenant... Moi, je me souviens, dans les années 80, les éleveurs qui faisaient les premières carcasses de 500 kg, on les admirait, parce que nous, on était plutôt à 400, 450. Et maintenant, voyez, moi, j'ai fait la moyenne l'année dernière, on dépassait les 600 kg en moyenne. Il y a eu une évolution, un travail, mais qui n'a pas été fait seulement par nous. Hein. C'est tous les services de l'élevage qui le font. Bovin Croissance nous aide à garder, à sélectionner nos meilleures bêtes avec tout ce qui est les résultats techniques. Bon, Midatest nous a aidé, donc nous a toujours mis de la bonne génétique à disposition.
On y a cru aussi, on est resté, moi je dis dans les années 80, on a connu, moi je les appelle comme ça, les nouveaux prophètes de l'insémination, mais... Convivialité, échange, entente cordiale, les concours ont toujours énormément apporté aux éleveurs de blondes aquitaines. D'ailleurs, pour Jean-Vincent Garat, cette vertu n'est pas là de disparaître. C'est un critère même qui nous différencie un peu des autres. Puisque moi, au tout début, quand je suis sorti donc, en 87, tout le monde nous a motivés pour faire participer à ce national à Pau. Là. Donc moi, mes premiers concours que j'ai faits, qui ont guidé mes premiers pas, et j'ai une pensée un peu émouvante pour eux, c'est M. Odap d'Escosse et M. Lacoste, qui est toujours parmi nous à Hurt. M'ont guidé, m'ont accompagné, ils étaient contents de voir des jeunes éleveurs qui démarraient aussi peut-être. Et je pense que la convivialité reste, elle est très marquée puisque au début on mangeait chacun dans nos coins avec nos glacières, maintenant on prend tous les repas en commun, les nationaux sont très mieux organisés, notamment nous-mêmes à Biarritz on a essayé de l'organiser au mieux pour que tous les éleveurs se retrouvent au moins déjà au niveau des repas ensemble. Et ça continue, et le plus que je dirais, c'est même à Paris, puisqu'il y a des races qui nous jalousent, que voir que notre cantine, comment elle est animée, où tous les éleveurs viennent, rentrent, prennent leur repas en commun. Le soir du concours, on fait la fête. Il y en a beaucoup qui nous l'envient, mais je crois que c'est bien parti pour que les jeunes générations le conservent. Aujourd'hui, Philippe Basta est au premier plan de la blonde aquitaine. Président de l'organisme de sélection et ancien de Bovin Croissance 64, il est éleveur sur la commune d'Arzac-Araziguet. Et malgré son mandat national et le développement dans tout l'hexagone de la race, il reste très attaché à son département d'origine, en témoigne son implication dans les démarches engagées à venir. La blonde des Pyrénées, de toute façon, elle faisait partie des 3 rameaux qui ont créé la blonde aquitaine. Elle était bien ancrée dans ce département. Aujourd'hui, de toute façon, berceau de race, ça correspond aussi, c'est tout à fait bienvenu, puisque nous avons quand même dans notre département 95 000 blondes répertoriées à l'IGP, enfin, avec plus ou moins, ça je sais pas, mais je ne dois pas me tromper beaucoup quand j'énonce ça. C'est le premier département producteur de blondes d'Aquitaine en France, loin devant, je pense, aujourd'hui sur les Deux-Sèvres. Selon Philippe Basta, le département a toutes les cartes en main pour faire valoir localement son berceau de race. Sur le département, on a quand même des bêtes qui sont relativement fines, finesse de cuir, finesse de membre, avec peut-être moins de gabarits que dans certaines zones, mais avec plus de muscles, plus de dos. Ça, c'est quand même relativement important. C'est le type de bête qui est recherché aujourd'hui, alors recherché par tous les agresseurs, et qui donne de la plus-value au niveau de l'engraissement. Alors moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la blonde de notre berceau, là, elle parte se faire engraisser un peu à l'extérieur, parce qu'à mon avis, on n'engraisse pas assez chez nous et on laisse la plus-value aux autres. Ça, c'est un regret, mais je pense que dans les années à venir, ça peut changer et il faut faire en sorte que ça change. Voilà. Concernant l'orientation de la race, selon Philippe Basta, un point essentiel reste à maîtriser. Il va falloir y revenir au niveau, dans les orientations prises par l'Ouest, les qualités laitières, il faudra les retravailler. Ça a été un peu laissé de côté, mais je pense que c'est d'actualité, on va se repencher sur la question. Ensuite aussi, et là je pense qu'en Ouest blonde d'Aquitaine, il s'en parle et on reviendra aussi, il faut revenir sur un peu plus de rusticité, mais ça, je pense que c'est dans toutes les races que ça reviendra. Et par contre, dans notre département, on a tenu compte de ça et on a gardé encore des vaches avec rustiques. Et je pense aussi que c'est dû aussi à ces vaches qui montent en estive et qui vont à la montagne. Voilà. Ça, c'est une chose. Et quand certains disent que la blonde d'Aquitaine n'est pas productive, le président de l'Ouest ne mâche pas ses mots. Je pense qu'au niveau productivité, ça c'est vraiment de la foutaise. Moi, j'en reviens à la technicité des éleveurs. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière leur petit doigt pour dire bon, la blonde, elle a un mauvais intervalle de vélage. Chose très fausse, puisque si on regarde les statistiques, il y a des élevages qui sont à 1 an et d'autres qui sont à 450 et des fois à plus. Mais ça, c'est un problème de technicité. Alors, ces problèmes-là, vous inquiétez pas,
on les trouve dans toutes les races, ça c'est sûr. Après, c'est la technicité de l'éleveur qui fait la différence, et la technicité aussi l'envie qu'il met aussi pour améliorer ses conditions. Pour continuer d'étoffer la communauté blonde d'Aquitaine, l'idée de créer une confrérie est née. Mise en place d'abord pour valoriser la blonde d'Aquitaine, elle va finalement promouvoir et dynamiser tout le territoire. Derrière elle, dès ses premières heures, Michel Chapard, éleveur et homme convivial, nous en parle. Mon idée de la confrérie de la blonde est née il y a plus de 20 ans. J'étais dans la responsabilité sur le blond puisque j'étais responsable dans la sélection blonde au sein des coopératives d'insémination. Et dans l'histoire de la blonde, une zone particulière, celle de Sauveterre, avait une zone témoin présidée par M. Herny de Sauveterre, qui dans les années 50-55 s'était opposé au directeur départemental de l'agriculture à l'époque, qui mettait des taureaux limousins dans les fermes qui faisaient la reproduction en montée naturelle pour implanter la limousine dans le département. Et comme je savais que d'autres cantons étaient favorables à la création de la confrérie de la blonde, je leur avais dit « Dépêchez-vous, si on n'est pas les premiers, on est cuit ». Et en effet, on a pu être les premiers. En marge de la fête de la blonde organisée à Sauveterre de Béarn, événement phare de l'année qui honore sa belle blonde, l'incontournable intronisation ponctue les festivités. On essaie d'avoir quelques personnalités, soit dans la cuisine, soit dans la politique, soit dans le sport, et puis quelques éleveurs aussi. On essaie d'avoir toujours quelques éleveurs intronisés pour mettre en avant quand même le travail qu'ils réalisent. La confrérie de la blonde est aussi présente sur d'autres opérations de communication. On est demandé parce qu'on met souvent de la gaieté, parce qu'on fait partie d'un groupe de chants béarnais, donc les confrères sont également membres d'une association culturelle, ce qui fait qu'on met toujours un peu d'ambiance par le chant ou par des blagues, enfin par des histoires. Les éleveurs impliqués depuis les débuts ne cessent de tarir d'éloges à l'égard du progrès réalisé en faveur de la race. Depuis près de 100 ans, la blonde, qu'elle soit des Pyrénées ou d'Aquitaine, fait partie du quotidien des Labourdettes. Dans cette maison, l'élevage est une histoire de famille. Et l'éclosion de la blonde aquitaine a marqué leur histoire. Par le biais de M. Herny, quoi, hein, qui était sur Sauveterre, qui était président du Crédit Agricole à Sauveterre, il fournissait aussi en tant que genre de coop, quoi. Il fournissait l'aliment, il fournissait de l'engrais et tout ça. Il avait un magasin, quoi. Il était vraiment impliqué dans le milieu agricole, quoi. Et après, ce qu'il y a eu aussi à Sauveterre, il y avait ce qu'on appelait une zone témoin en 1957 ou 8 par là. Ils appelaient ça le groupement de productivité, ce que j'ai trouvé sur les papiers. Et on a fait des essais avec les engrais, les ensilages. On a commencé à ensiler dans les années 57 ou 8. L'herbe d'abord, parce qu'on savait pas ensiler du maïs à l'époque. Et 2 ou 3 ans après, l'ensilage de maïs est arrivé. Chez les Labourdettes, les premières inséminations en blonde aquitaine avec les premières paillettes seront conduites sur la ferme. C'était les premiers taureaux qui étaient en paillettes du Lot-et-Garonne et comme ça, quoi. Et c'est pour ça que la fusion s'est faite, je pense, à ce moment-là aussi, puisqu'on avait notre race d'ici, des Pyrénées, qui était un peu à l'écart de ça, quoi. Et en faisant la fusion, je pense que ça a permis de couper un peu, regrouper les trois rameaux, quoi. De nouvelles aptitudes viendront se mêler à celles de la blonde des Pyrénées, présente historiquement dans le département. C'était des taureaux qui étaient pris un peu partout et qui passaient à... Il y avait un centre au château d'Est à Bière à l'époque. Les premiers taureaux arrivaient là et ils les prélevaient là. Ça s'est tout regroupé, ça s'était regroupé un peu tout, déjà à l'époque. Et des éleveurs qui faisaient partie du conseil d'administration avec... pour aller faire les estimations des veaux, quand ils étaient à l'hôtel, tout ça, c'était les éleveurs. Mon père, il partait toutes les 2 ou 3 semaines à 2 ou 3 éleveurs, et c'est eux qui allaient classer les veaux. Aujourd'hui, avec d'autres éleveurs motivés, Michel continue de dynamiser le canton de Sauveterre, toujours autour de la blonde d'Aquitaine. En place depuis 1960, le comice agricole de Sauveterre s'est modernisé au fil des années. Il y a un comice qui existe à Sauveterre, qui a été transformé petit à petit en foire de la blonde, quoi. Les éleveurs participaient, c'était un petit concours à l'origine pour les fêtes, souvent c'était le week-end, le samedi, des fêtes de Sauveterre locales, fêtes locales. Ouais, c'est ça qui faisait un peu la dynamique de la blonde du coin, hein.
poussé par M. Erny qui avait été président en 62 là, de la fusion de la Blonde dans le coin, c'était lui qui avait organisé ça. Donc, le concours se faisait tous les ans et petit à petit c'est arrivé à passer en foire, changer l'optique. Disons que la participation des éleveurs y était, mais après les gens venaient moins quoi, voir tout ça, et donc ils avaient décidé de lancer, c'était dommage de laisser tomber l'histoire du comice. Alors du coup pendant 2 ans ça a battu un peu l'aile, c'est l'association qui avait repris le fief à l'époque. Balade en paysage éleveur, concours à vaches, ce même groupe continue pleinement à mettre sous les feux des projecteurs leur race. Non, il y a un joli petit truc, 60-70 bêtes chaque année, défilé, les animaux, un nombre de repas qui est pas 2500 repas sur une journée, c'est pas mal. Petit déjeuner, midi et soir. Et puis nous on en profite. On a du boulot parce qu'on amène des bêtes, mais on voit du monde, on est content quand même. Quand on a le plus content, le mieux c'est quand on a fini, on a ramené les bêtes à la maison, là c'est bon. La balade, on a commencé chez le frère la première année, à Sauveterre. Et depuis on en a fait 2, 3, 4, la 5e, 4 de fête. Ouais. 4 de fête, et ben oui, c'est un peu le même groupe d'agriculteurs qui se retrouve, mené par Marie-Vonne, qui a pris un peu les commandes. Et on ouvre ça aux vacanciers, tout ça, quoi. Aux non-agricoles, quoi. Faire connaître ce qu'on fait, pourquoi il y a des paysages qui sont comme ça dans la région. Et les bêtes, ce qu'on en fait, quoi. Ramener à la Blonde ce qui est dans la zone, quoi. Ce qu'elle apporte, ce qu'elle fait, faire comprendre aux gens de la ville que si on a des paysages comme ça quand c'est en vacances, c'est pas par hasard, quoi. La Blonde d'Aquitaine se prépare à vivre une nouvelle ère. Si les initiatives et les démarches de valorisation fleurissent dans les Pyrénées-Atlantiques depuis de nombreuses années, la dynamique n'est pas là de s'estomper. Cet engouement devrait prendre une autre dimension cette année avec plusieurs projets comme la Maison de la Blonde, impulsée entre autres par l'actuelle présidente de Bovins Croissance et éleveuse, Marie-Vonne Lagaronne. On y travaille en se disant que derrière, d'abord, ce qui fera notre force, c'est pas moi, ni le projet, ni l'idée, c'est les hommes. Et c'est la capacité d'y aller tous ensemble. Y aller entre les acteurs économiques, les 3 OP, y aller entre les différences culturelles, les Basques et les Béarnais, y aller entre les hommes de la plaine et ceux de la montagne, y aller entre les acteurs qui sont au pied de leur troupeau tous les jours et ceux qui sont à penser pour nos consommateurs un produit pas cher, efficient économiquement et complètement audible sur les éléments de traçabilité. Dans tout son berceau de race, cette maison aura pour ambition de promouvoir le travail de ses éleveurs. On a voulu travailler sur, on va dire, 3 thématiques. 3 thématiques parce qu'il faut, quand on construit un projet, qui s'inscrive à la fois dans le temps d'aujourd'hui, mais aussi dans le temps de demain. Donc une thématique d'abord raciale, parce que la race Blonde d'Aquitaine n'a pas de maison et il faut qu'on la territorialise. Donc on va l'amener à être visible sur son berceau historique et que j'appelle moi au pied des Pyrénées parce que ça doit englober la réalité des gens de tout le berceau. Du territoire quercy, du territoire gascon, du territoire pyrénéen. Il faut que tout le monde puisse se retrouver dans le projet et on veut travailler sur les 5 sens. Parce que on a besoin aujourd'hui de recréer une dynamique sur le sensitif, le sensoriel et aussi sur l'émotion. On a besoin de retrouver un sens à l'alimentation qui ne soit pas simplement le fait de se nourrir, mais c'est aussi le fait de donner une fonction de relation au patrimoine, aux produits, autour de ce que l'on va manger et de se dire je mange, comme on a la culture du vin, demain on aura la culture, j'espère, du produit et de la viande. Voilà, ça c'est le 2e levier. Et le 3e, c'est donner à la Maison de la Blonde la capacité de construire l'outil qui permettra de faire que les produits du terroir et les produits pyrénéens seront demain à la fois visibles pour le consommateur, transformables pour le métier de la boucherie et de la restauration et de la transfo, et aussi adaptable pour le producteur. Et cette maison, elle se doit d'être un lieu à la fois au service des producteurs et des industriels et des acteurs des filières pour construire la mise en lumière du produit avec la connaissance du consommateur, et elle doit être aussi un lieu commun sur la connaissance de la relation entre l'homme et l'animal à travers les 5 sens.
marque, IGP, d'autres éléments sont ambitionnés pour la blonde d'Aquitaine. Projet d'IGP, ben on verra demain. On verra si le berceau historique peut demain se mobiliser et qu'on arrive là où on est aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas là. Si on arrive, nous, le 64, et les hommes du 64, à faire unité, on sera capable demain de réfléchir avec les gars du berceau, mais de tout le berceau Midi-Pyrénées-Aquitaine, pour parler d'une IGP. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas accepter et entendre qu'on ait de la blonde d'Aquitaine qui descende chez nous. Maintenant, comment arriver à contrer ça? D'IGP, en l'instant T, il n'y a pas. Donc voilà, s'il n'y a pas d'IGP, il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui soit collectif, qui dépasse le format des labels et autres marques. Non pas parce qu'elles ne doivent pas exister, elles ont leur façon, leur valeur, elles ont une vraie valeur, celle d'offrir la qualité d'un produit. Donc il fallait qu'on réfléchisse à une marque ombrelle qui nous unisse tous. Pour dire comment, au-delà de nos signes de qualité, qui sont identifiés, label rouge, on peut poser du territoire. Donc on est parti sur cette marque, donc on a décidé d'appeler Blonde d'Aki, c'est la racine de la blonde, à laquelle on a fait une petite association au lieu, parce que Aki, sur la racine langue latine et occitane, veut dire ici, donc c'est bien la blonde de chez nous. Et c'est la blonde qui est à la source de notre histoire, c'est la source des Pyrénées, et c'est là où on veut l'identifier. Et j'espère que demain, parce qu'on aura fait ce travail de fond, on pourra peut-être aller plus loin, mais ça sera demain. L'association Berceau de race Blond 64 est indépendante. Elle se veut donc acteur de communication pour l'ensemble des OP, mais elle ne fera pas le business commercial. Elle laissera les acteurs faire leur travail. Ce que l'on veut, nous, c'est que ça dynamise sur la demande et que de fait, le prix pour l'offre puisse être soutenu et surtout rémunéré à sa juste valeur. Et c'est vrai que pour nos cuisiniers, travailler la blonde aquitaine, je dirais c'est facile. Parce qu'on n'a pas grand chose à faire. Je pense que la matière première est d'une telle qualité, d'une telle finesse. Il y a un grain qui est très très fin. On a simplement à la mettre en cuisson et elle se rôtit pratiquement toute seule. On a tendance à être un peu feignant sur le coup parce qu'on la regarde se cuire. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant dans la blonde d'Aquitaine, c'est par rapport à ce qu'on appelle les bas morceaux. Mais justement, c'est peut-être les bas morceaux les plus faciles à cuisiner. C'est vrai que le bœuf, des fois, sur les bas morceaux, c'est toujours un peu délicat, c'est un peu plus compliqué. Et la blonde d'Aquitaine nous facilite la tâche. Et le retour des clients, c'est la chose la plus importante, parce que la finalité, c'est ça, c'est savoir quand même le comportement et ce que pensent les clients des dégustations. Et c'est unanime. Alors je suis un peu chauvin, parce que bien sûr, c'est quand même un peu ma région. Mais on a un retour très positif que les clients trouvent dans cette viande, je dirais, un savoir, du caractère, de la finesse. C'est une viande vraiment très gastronomique. Merci beaucoup. Donc, là, merci. Vous pouvez applaudir ce chef étoilé de la région parisienne. Aujourd'hui, encore de nombreux défis attendent la filière. Et si elle a déjà la cote auprès de grands noms de la gastronomie française, une chose est sûre, la blonde d'Aquitaine a encore de beaux jours paisibles devant elle pour paître dans les champs des Pyrénées-Atlantiques. Vous avez beaucoup de... bien, mais un peu fatigué. Un peu fatigué, oui. Ah oui, vous la préparez là. Hein, la mise en pli est faite. On y va dans une demi-heure.